Bonjour à vous, et voici la partie 2 du voyage dans les émotions, la mort m'a réveillée. Partie 2. Ne pleurons pas celui que nous avons perdu, mais réjouissons-nous de l'avoir connu et d'avoir pu partager tellement de bons moments, surmonter des difficultés et avoir connu un compagnon, un ami, un fils, un père, en somme un homme exceptionnel que nous n'oublierons jamais. S.B. Chapitre 1, décembre 2012, le chemin de l'adieu. Mon père était généreux, droit, bon vivant, il avait un grand cœur. Il accordait de l'importance à sa famille et ses amis. Il n'était pas croyant et ne voulait pas de cérémonie religieuse. Il nous avait demandé de l'incinérer et de partir marcher pour lui faire un dernier adieu tous ensemble au lac du Lozon dans les Alpes. Juste après son décès, nous avons donc dû lancer toutes les démarches administratives et planifier l'incinération qui aurait lieu 3 jours plus tard. Mes vacances étant terminées, j'ai contacté mon entreprise pour prendre des congés supplémentaires et rester une semaine de plus à Gap. Ces 3 jours de plus, mes émotions et sentiments faisaient les 400 coups. Mon frère n'avait pas pu arriver à temps pour voir mon père encore vivant, et je me questionnais intérieurement sur comment il allait lui. Nous n'avions pas beaucoup parlé de tout cela, et je dois l'avouer, je ressentais encore le besoin de le protéger. Il est finalement arrivé le lendemain du décès et je suis allée le récupérer à la gare pour le mener directement au funérarium. Mon père était serein. Son visage était redevenu celui que j'avais l'habitude de voir, un petit sourire au creux des lèvres. Un apaisement régnait dans la pièce. L'ambiance était étrange, évidemment beaucoup de tristesse, mais énormément de soulagement. Nous savions qu'il ne souffrait plus. Les soirées, nous les passions à réfléchir au déroulé de la cérémonie. Nous voulions rendre hommage à sa mémoire et ne souhaitions pas qu'elle soit triste. Nous ne voulions pas choquer notre grand-mère, mais nous ne pouvions pas nous résoudre à mettre des musiques et des textes tristes. Mon père riait beaucoup, et il aurait aimé qu'on rie le jour de ses funérailles. La préparation nous occupait l'esprit. Le jour J est arrivé. Nous avons accumulé des photos et des musiques qui lui ressemblaient. La cérémonie était prévue pour laisser toute personne qui voulait s'exprimer le faire. J'avais également acheté un petit cahier blanc pour garder les mots de ceux qui étaient trop timides ou pudiques pour parler en public. Les amis et parents n'arrêtaient pas de nous féliciter d'être restés et de ne pas avoir pris cet avion pour la Thaïlande. Je ne pouvais pas répondre à ces mots qui me transperçaient. Je ne regrettais pas mes sentiments d'alors, ni mon besoin de partir. Et en même temps, j'étais contente d'être là, d'avoir vécu ces 2 dernières semaines avec lui, avec ma mère et ma sœur. Celle-ci répondait à cette question toujours de la même manière. C'est normal d'avoir annulé notre voyage, il n'y avait pas d'autre choix possible. Alors, pour ne pas garder en moi un non-dit qui aurait pu grandir et pourrir notre relation, je lui ai fait part de mon malaise vis-à-vis de cette réponse. Je lui ai fait comprendre que le choix ne s'était pas posé pour elle, mais qu'il avait été difficile pour moi. La normalité dans ce genre de situation dépendait du référentiel de chacun. La mise en bière, quel terme étrange, a lancé le compte à rebours, celui du temps final avant que je ne voie mon père disparaître, son image et son visage devenir cendre, son corps physique s'évanouir, réaliser vraiment son départ. Nous étions peu nombreux pour cette étape, la famille proche était réunie dans la pièce. Nous faisions nos derniers adieux, nous riions aussi en pensant à la blague qu'il venait de nous faire en mourant si tôt. Et des larmes coulaient sur mes joues. Après la mise en bière, nous devions faire environ 300 mètres pour atteindre une grande salle du crématorium où se déroulerait la cérémonie. Nous sommes sortis de cette petite pièce, puis du funérarium, tout en nous recueillant. La lumière du jour nous cachait l'extérieur, le soleil presque en face de l'entrée. La porte était à quelques pas et nous y étions, le début de ce chemin vers l'adieu. À ce moment-là, le choc. Je n'étais pas préparée. Une énorme foule s'était accumulée sur les côtés pour nous laisser passer, nous soutenir dans cette épreuve, mais également lui dire au revoir eux aussi. Cette foule de visages familiers, mais parfois inconnus, s'était donné rendez-vous un mardi matin pour mon père. Mes larmes, que j'avais réussi à contenir, rejaillissaient. Je remarquais pour la première fois à quel point il avait marqué la vie de centaines de personnes.
Je voyais transparaître la personnalité de mon père dans ce rassemblement de personnalités distinctes, hétéroclites. Ma tête, mon cœur et mon corps réalisaient à ce moment-là que je n'étais pas la seule à perdre un être cher. Les témoins de sa vie s'étaient pressés pour pleurer avec lui. Le cortège se déroulait le long du chemin, en une longue file, mes yeux et ma tête complètement embrumés. L'entrée dans le crématorium a été interminable. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Alors, certains sont restés debout au fond. Les témoignages de ses amis, de ma mère, de son patron et ami, de tous horizons, de toutes les activités qu'il aimait faire, de toutes les générosités dont il faisait preuve. Je découvrais des facettes que je soupçonnais un peu, mais 100 fois moins que la réalité. J'étais impressionnée, émue, je souriais, même riais, à certains traits de caractère que les textes dévoilaient. Et surtout, je recevais une énorme claque. Je me retrouvais face à la question de ma propre mort. Qui étais-je? Comment les gens réagiraient à mon décès? Que serait le contenu des textes, s'il y en avait, prononcés à mes funérailles? Que voulais-je laisser en partant? Serais-je heureuse de mourir ayant accompli ce qui me permettrait de partir sereine? Et la réponse, ce jour-là, a été: je ne suis rien, je me suis perdue, j'ai perdu la flamme qui m'animait, je ne suis qu'une zombie dans ma propre vie, je ne suis que travail, et quand je sors, je ne suis pas vraiment là. J'aspirais à tellement plus quand j'étais enfant. Qu'étaient devenus mes rêves d'adolescente? Enfouis sous la routine et la progression sociale, enfouis avec mon âme, cachée et enfermée dans une cage de protection intérieure. Lors d'un discours de la cérémonie, on a dit de moi que j'avais hérité de sa soif de réussite. Mais était-ce tout? Mon deuil et une énorme remise en question venaient juste de démarrer. Voilà le chapitre 1 de la partie 2. Ce chapitre 1 qui marque en fait la fin réelle du corps physique de mon père, à l'évanouissement de cela avec la crémation, et également bien la prise de conscience de mon côté, du côté éphémère de la vie sur Terre, et de l'importance de ce que j'y fais, en tout cas de ce qu'en tant qu'être j'ai envie d'y faire. Il marque également les différences de perception sur ce qu'est la normalité dans ce genre de situation, et également bien mon rapport, en tout cas le rapport qu'on peut avoir à sa famille, à ses amis, et puis les découvertes un peu d'aspects que l'on ne connaissait pas chez un être aimé. Ce chapitre, j'avoue, j'ai eu un peu de difficulté à l'enregistrer, pas tellement par rapport à la teneur du texte, mais par rapport à mon état d'être en cette semaine du 16 juin 2022. Je me rends compte en fait que je viens, alors c'est un peu différent, mais je viens de passer à travers également un processus de mort. Alors c'est pas la mort d'un être cher, mais c'est la mort d'une part de mon histoire, puisque je viens de déménager et ça faisait 15 ans que j'habitais à un certain endroit. Et donc ne pas minimiser en fait la notion de mort d'une ancienne version de soi qui se déroule lorsqu'on fait des déménagements. Et donc mon corps, depuis les 2-3 derniers jours, a ressenti un énorme besoin de se poser, de se reposer, de juste lâcher. Et en fait, c'est complètement en lien avec l'histoire, c'est-à-dire que on sent dans les cycles, ces cycles de vie et de mort, ces moments où il y a une espèce d'apothéose des émotions, une apothéose de création, de vie. Et puis à un moment donné, il y a, un peu comme les saisons, l'été, donc le printemps et l'été, l'été c'est cette apothéose, et puis ensuite l'énergie qui redescend, qui a besoin en fait
d'accueillir et d'honorer le deuil, en fait, la mort de quelque chose, la mort d'un cycle, et donc l'automne et puis enfin l'hiver. Et là, j'ai vraiment ressenti dans mon corps ce que ça voulait dire que honorer cette étape-là du cycle de vie. Parce que, eh bien, initialement, j'avais projeté de faire plein de choses cette semaine, beaucoup de choses. Et en fait, intérieurement, au niveau de mon énergie de vie, eh bien, mon énergie est arrivée que pour certaines choses, vraiment pour des choses euh, qui étaient en connexion avec mon état d'être du moment. Et ce matin, en me levant, j'avais un peu lâché prise sur le fait d'enregistrer ce texte et cette vidéo aujourd'hui. Et en me levant, j'ai eu cet appel intérieur de dire non, ça y est, c'est le moment, fais-le, parce que l'énergie que je ressens est complètement alignée avec l'énergie que je ressentais à l'époque de ce texte. Une énergie, je l'exprime un peu, les yeux embrumés, la tête, en fait, il se passe plein de choses autour, et moi, je suis dans un espèce de brouillard, mon corps est là, et je tiens mentalement parce qu'il faut tenir. Et là, juste, à l'époque, j'ai tenu, euh, parce que c'était la chose à faire à ce moment-là, en conscience. Et aujourd'hui, en conscience, j'ai décidé de ne pas absolument tenir, mais juste d'accueillir cette force de la douceur, d'accueillir cette force de, ok, là, mon corps, il a besoin d'expirer, en fait, et mon être a besoin d'expirer. J'ai tenu beaucoup de choses pendant une période assez intense. Eh bien, je m'autorise à expirer. J'ai inspiré, je m'autorise à expirer. Et ça, c'est complètement lié à cette période de deuil. Autorisez-vous, autorisons-nous, je m'autorise à accueillir mes phases de relâchement, de soulagement, où j'ai juste envie de rester couchée, de prendre du temps pour moi, de me poser, d'aller en nature, de ne rien faire dans le sens produire quelque chose. Je fais quelque chose d'important si je prends soin de moi. Ce texte parle évidemment du début du chemin vers l'adieu. C'est un début parce que, eh bien, le deuil a démarré un peu avant, mais bon, il démarre vraiment profondément à ce moment-là. Et c'est un chemin en soi, c'est un chemin d'exploration, c'est un chemin d'élévation également, c'est un chemin de conscience. Parce que à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui se jouent. La première chose qui se joue, c'est cette espèce de énorme prise de conscience en moi de la mort et de mais qui je suis en fait, qui je suis. Quand je vois les personnes qui sont dehors en train d'attendre le cercueil qui va passer, euh, je suis mais complètement époustouflée. Je pourrais dire que mon corps se met à marcher tout seul parce que mon esprit est complètement estomaqué de voir autant de personnes présentes pour honorer en fait la vie de mon père. Et ça me marque profondément parce que je me rends compte à ce moment-là à quel point un homme peut marquer la vie d'autres personnes et marquer dans le sens de sa générosité, de son sourire, de sa joie de vivre, de son, de son regard en fait envers les autres, de son altruisme. Et puis d'ailleurs, il donnait beaucoup aux autres et il savait pas spécialement prendre soin de lui. Donc c'est un bel apprentissage également que de me rendre compte à quel point en fait il a marqué la vie de personnes et que finalement le deuil ce n'est pas juste mon deuil à moi personnel, est également le deuil de toutes les personnes de près ou de loin qu'il a touché et qu'il a marqué. Et c'est et ça m'a j'ai eu cette prise de conscience de l'essentiel de la vie. C'est d'une part ce qu'il m'a dit juste avant de mourir,
est-ce que je suis heureuse? D'autre part, est-ce que le jour où je meurs, euh, physiquement, est-ce que je suis sereine de la vie que j'ai vécue? Et, et finalement, est-ce que je marque, est-ce que j'ai marqué positivement la vie des personnes que j'ai croisées? Et en fait, à ce moment-là, à l'église, c'est pas à l'église, mais c'est au crématorium. Je, je, j'ai un choc, j'ai deux chocs. J'ai le choc de voir le cercueil de mon père devant, et puis toutes ces histoires, et puis j'ai le choc de me dire en fait, je suis rien. Je ne suis rien. Je me suis complètement perdue. Je ne sais plus qui je suis. J'ai suivi un chemin en étant totalement inconsciente de ce chemin-là. J'ai et je suis maintenant en fait complètement absente d'un point de vue, alors pas physique, hein, mais d'un point de vue de ma conscience et de mon être. Je suis complètement absente dans ce que je fais. Et ça, pouah, c'est terrible. C'est terrible et j'ai ce retour de, mais finalement, mon âme d'enfant, mes rêves d'enfant, où sont-ils passés? Donc ça, c'est le premier regard, c'est le deuil fait ressurgir le rapport à l'essence même de la vie. Et en ça, moi, je dis que la mort fait partie de la vie et que la mort est un cadeau de la vie. Parce que il fait partie de ces cycles de vie qui permettent en fait de remettre en question et de réévaluer euh, assez régulièrement l'essence même de la vie, de notre vie, de ma vie à moi. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie sur Terre en tout cas. Après, en tant qu'âme, il y a d'autres discussions à avoir par rapport à ça. Le deuxième regard à avoir sur ce chapitre, c'est le rapport aux autres et le rapport à la notion de normalité. C'est-à-dire que je me retrouve avec ce jugement des autres sur le fait que oui, c'est bien que vous soyez pas parti en Thaïlande et que bah, c'était absolument normal comme décision. Ça, c'est ma sœur qui le dit. Et en fait, non, c'est juste pas normal comme décision. C'est que c'est normal pour elle. Mais pour moi, vous le savez si vous avez écouté les chapitres précédents, ça n'a pas été une décision si facile à prendre. Je suis extrêmement, extrêmement contente de finalement avoir été là. Et c'est cette espèce de paradoxe, c'est que j'avais cette décision à prendre et finalement, j'ai pris une décision de rester, mais ce n'était pas une décision facile. Et donc, ce qui a été euh, extrêmement puissant et fort à ce moment-là, c'est que pour la première fois, j'ai décidé de ne pas garder en moi ce malaise et de ne pas laisser en fait cette pensée mais attends, euh, ma sœur, pour moi, c'est pas normal, ça a été difficile, tu le sais, j'ai pleuré dans la voiture. Et donc quand je t'entends dire c'est normal d'être venu, c'était le seul choix à faire. Ben non, en fait, pour moi, c'est pas juste dans le sens de la justesse, pas une notion de juste injuste, mais plutôt dans la notion de la justesse. Et pour la première fois, j'ai osé exprimer ce que cela me faisait d'entendre ça. Et cela démarre en fait mon chemin d'expression petit à petit. Déjà d'accueil de mon émotion, d'accueil de mon ressenti qui était non là. Quand je l'entends dire ça, ça fait naître un malaise parce que j'ai la sensation d'être jugée finalement. Et c'est intéressant parce que c'est mon propre jugement sur moi-même par rapport à une décision que j'ai prise. Et donc j'accueille ce ressenti. Et puis là, ce qui était important à ce moment-là pour moi, c'était de l'exprimer à voix haute et de l'exprimer à ma sœur. Et donc je lui ai exprimé en lui disant, écoute, j'ouvre la parenthèse. D'ailleurs, je me souviens très bien de ces phrases. J'ouvre la parenthèse, on n'en parlera plus après. Par contre, je tiens à te dire que ce n'était pas le seul choix à faire, que ce n'était pas si normal que ça, en tout cas pour moi, et que quand je t'entends dire ça, ben, je me sens mal à l'aise. Et pourquoi je me sens mal à l'aise? Parce que j'ai encore ce jugement intérieur, évidemment. En tout cas, ça fait partie du chemin de guérison.
le fait de ressentir, d'accueillir, et puis de l'exprimer, alors là, bon, à quelqu'un, mais de l'exprimer verbalement. Et puis le deuxième aspect, par rapport à une guérison intérieure, c'est la guérison de la relation. En fait, je pense, ma sœur n'avait pas spécialement compris quand on est redescendu pourquoi je pleurais, et là j'ai pu l'exprimer. Et en fait, certains non-dits, le fait qu'il y ait des non-dits, ça peut générer un pourrissement d'une situation. En fait, c'est comme si on enterrait quelque chose de pourri et que en fait, des années plus tard, ce truc ressort parce qu'il n'a jamais été apaisé. Et là, j'ai fait le choix conscient. Alors remettez bien la situation, on est aux funérailles de mon père et je fais le choix conscient de dire à ma sœur ce que je ressens vis-à-vis de cette phrase-là. C'est d'une puissance absolue. Pourquoi? Parce que je ne le fais pas par peur de, je le fais par amour pour ma relation avec ma sœur. Parce que je ne souhaite pas que ce non-dit pourrisse et détériore en fait quelque chose. Et donc, je m'autorise à lui dire. Et enfin, le dernier aspect, c'est vis-à-vis de mon frère. Vis-à-vis de mon frère, en fait, je vais le chercher à la gare le lendemain du décès de mon père. Et je ressens en fait profondément cette espèce de besoin de le protéger. Et, et en fait, c'est intéressant parce qu'on n'a jamais vraiment discuté, en tout cas pendant cette période-là, de ce qu'il avait ressenti au fait d'être loin et d'être finalement le seul à ne pas être sur place. Et peut-être que c'était chouette, chouette dans le sens, peut-être que c'était parfait comme ça pour lui, parce que ça aurait été trop dur d'être sur place, peut-être pas. Et en tout cas, moi j'ai fait la supposition que ça serait dur pour lui. Et donc là, pareil, c'est une espèce de pudeur. J'ai pas réussi à ce moment-là à ouvrir un espace de discussion avec lui pour juste savoir comment il allait. Donc, d'un point de vue de ce début de chemin, de ce chemin de l'adieu, euh, il y a une dernière chose que je viens d'avoir comme information. C'est au deuil, en tout cas à l'enterrement, à la crémation. On se retrouve en fait en présence de toutes les facettes de la personne qui part. On se retrouve en présence de toutes ces facettes-là parce que avec tous les discours, en fait, en tout cas moi, à ce moment-là, je me suis retrouvée avec tous les discours et toutes les personnes qui sont venues assister à son départ et à lui dire au revoir. Je me suis retrouvée à avoir un miroir de qui il était. Et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que ça c'est apparu de manière assez flagrante par sa mort et par son décès. Mais en fait, c'est complètement présent de notre vivant. Toutes les personnes que nous rencontrons sont un miroir de qui nous sommes, sont un miroir d'une de nos facettes intérieures et renvoient en fait l'image de qui l'on est dans nos ombres et dans nos lumières. Et là, en fait, c'était absolument fascinant de prendre conscience de qui il était. En tout cas, vis-à-vis de l'extérieur, de qui il était. Intérieurement, je sais qui il est. Mais extérieurement, je ne savais pas qui il était. Et là, j'ai vraiment eu ce retour en miroir par rapport aux personnes qui étaient présentes et aux discours qui ont été faits. Voilà, donc le chemin de l'adieu, c'est le début, c'est le commencement de mon chemin d'éveil en fait. Et pour moi, il était important que je le transmette comme tel. Je suis très contente d'avoir enregistré cette vidéo et ce podcast aujourd'hui parce que je me sens également d'un point de vue physique et d'un point de vue de mes sensations, notamment visuelles, dans le fait que ce brouillard se lève petit à petit, ce flou se lève petit à petit. Et c'est un peu une symbolique par rapport à ce chapitre. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine.